Maintenant, on va passer à la présentation des témoignages donc, de vignerons, commencé par Rose-Marie Ponceau, qui va nous présenter son fameux Montluisant. J'insiste tout de suite pour dire que nous n'aurons pas les France de loi, ce qui rien n'empêchera qu'ils ne pourront pas nous rejoindre. Voilà. Voilà, je vous laisse le micro. Rose-Marie Ponceau, domaine Ponceau, c'est un réel plaisir ce matin d'entendre ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, parce qu'on a vraiment l'impression que mon témoignage va illustrer pas mal de choses qui ont été dites, 20 cépages, 20 terroirs, être l'exemple du marketing. Je ne savais pas qu'on faisait depuis 1872 du marketing tel que l'a décrit Joël. Vous allez voir que c'est vraiment ça. Ce que je voulais insister, c'est de montrer que comment un vin de terroir est devenu en effet un vin de soif, et comment nous on a continué, on a fait partie des rebelles, aussi on a continué à défendre le vin de terroir avec notre agriculture. Juste une précision, toutes les photos sont des photos prises dans cette fameuse parcelle du Clos des Montluisant, que j'ai prise moi-même. Petit rappel, le Clos des Montluisant, c'est le nom de la parcelle, c'est vraiment un climat historique de la Ligotée. Je dis climat, j'aurais pu dire terroir, on a parlé de cépage, de terroir, c'est plutôt en effet le terroir. Mais c'est vraiment l'illustration parfaite de ce que c'est qu'un climat. Un climat, je rappelle la définition qu'on trouve du climat, une parcelle de vigne soigneusement délimitée et nommée depuis des siècles, on verra pourquoi, qui possède son histoire et bénéficie de conditions géologiques et climatiques particulières. Je vais détailler tout ça dans la présentation. Et climat, d'ailleurs, ne vient-il pas du grec, climat, qui veut dire aussi incliné. La parcelle est très très pentue. Situé en côte de nuit, donc sur la commune de Moret-Saint-Denis, le Clos des Montluisant appartient donc à la famille Ponceau depuis 1872, donc ça fait 147 ans qu'on possède cette parcelle. Et le haut du clos, pas tout le clos, mais le haut du clos des Montluisant a été planté en aligoté avant le phylloxéra, quand l'oncle William l'a acheté. Et il a été replanté à l'identique en 1911 par notre fameux oncle William, qui a voulu préserver la tradition. Alors, le climat, c'est une dénomination séculaire. Donc, la dénomination Montluisant atteste de la présence de la ligotée sur ce climat depuis. On n'a pas vraiment l'histoire. On sait que c'est depuis le début du 19e, au moins. On n'a pas toute l'histoire précise. Et à l'automne, lorsque les feuilles de vigne se colorent en ocre rouge pour le pinot noir, la ligotée il dévers tardivement, c'est un cépage tardif, et puis il devient une couleur un peu or pâle. Et donc les vignerons du coin, les gens du pays, on dit tiens, c'est le coteau des Montluisant, des Montluisant. Ça s'appelle ces dénominations au soleil levant, la parcelle fait face à l'est, donc c'est les Montluisant. Donc une dénomination séculaire. Des notes de la présence à la ligotée. Vous aurez pour certains la présentation, vous pourrez demander la présentation, donc là je ne vais pas détailler toutes les conditions géologiques spécifiques. Il faut savoir que c'est sur du bâtonien, que c'est un coteau qui est très incliné, qui fait disons, en moyenne 25% de pente, et qui est en haut, vous avez le pont Blanchien, même sur le haut de la parcelle, vous avez carrément du marbre, on ne peut rien planter, parce que c'est tellement un sous-sol tellement pauvre, et puis le reste c'est sur l'olive blanche avec des éboulis de pont Blanchien. C'est la géologie spécifique. Il y a une géologie spécifique. Ça, c'est ma sœur Catherine Ponceau qui avait fait ces analyses. Elle est géologue de formation. Et dans le livre qu'on trouve du professeur Wilson qui s'appelle Terroir, qui n'est malheureusement pas réédité. C'est bien d'avoir des spécialistes dans la maison. Alors, des conditions climatiques aussi spécifiques. Dans les conditions climatiques, c'est exposé plein est, au soleil levant, sud-est, côté village, côté Moret-Saint-Denis. Et ça bénéficie du soleil levant et puis du soleil une bonne partie de la journée. Par contre, ça passe à l'ombre assez rapidement, l'après-midi et l'automne. Et son altitude, elle est à peu près, alors, la partie blanc, elle est de 330 à 350 mètres, donc c'est très élevé en altitude. Après, on a la friche et le bois.
et une inclinaison moyenne de 25 degrés. Et donc il y a une exposition maximale. En plus, je dirais, on perpétue, enfin, ça a été planté il me semble, mais on continue dans nos plantations de perpétuer sur les lignes en coteaux une plantation suivant les courbes de niveau pour respecter un meilleur drainage et puis une exposition maximale. C'est pas toujours facile à travailler, on verra, mais c'est ce qui est bon pour le bon drainage et de ventilation. Et la rosée et les gelées, ils sont plutôt rares. Grâce aussi, je dirais, à la forêt qui borde les deux côtés, on est juste en limite le clos du Mont-Luisan, des clos sur 3 côtés. Et un des murs, celui qui fait la limite nord, c'est la frontière de Gevrey-Chambertin. Et on a la combe Grisard, qui est la combe entre Maurice-Saint-Denis et Gevrey-Chambertin, qui est très très froide, qui est très fraîche et qui apporte des thermiques qui ventilent énormément la parcelle. Donc il y a vraiment un nanoclimat, j'aime dire souvent qu'il y a un nanoclimat qui vient de ces combes Grisard. Et puis il y a un rôle protecteur des prédateurs naturels de la forêt, ça limite les attaques d'insectes. Le coup du Mont-Luisan, d'ailleurs, c'est un vrai, ce que je disais déjà, c'est un vrai respect de la biodiversité, on ne peut pas mieux. On a des nids d'oiseaux, on a tout là-dedans. Une flore, une faune qui est hyper intéressante. Donc là, je vous ai mis la photo, ça vous voyez ce clos de Mont-Luisan. Alors, la petite baraque, là, c'est ce qu'on appelle le petit château Ponceau. C'est une maison de 4 heures. Hein. C'est pas l'oncle William qui l'a créé. Quand il a acheté la parcelle en 1812, ça existait déjà. Là, je crois que c'est M. Guépoux, qui était auparavant, qui avait créé ce petit château. Les bourgeois de Dijon venaient faire les 4 heures dans leur propriété de la côte. Et il a fait ça comme un petit château qu'on a restauré. Et donc là, vous voyez donc, ce que je vous disais. Donc, le blanc, il est derrière et devant le petit château. Et vous voyez que à l'approche, donc à l'automne, la vigne est encore très verte. On la voit bien. Petit bouton rouge. Le petit château. Et là, vous avez le mur qui est blanc de la forêt avec Gevrey. Puis la combe des là. Et puis vous avez la parcelle donc devant et derrière. Ça, c'est la parcelle plantée en hectare. Un hectare sur les 3 hectares que représente le clos de Mont-Luisan. Alors, l'histoire de la parcelle, avant le phylloxéra, on l'a rappelé ce matin, rapidement, on a rappelé la ligotée était plantée ou coplantée sur le haut du coteau, surtout dans les sols très minces, hein, vraiment il y a très peu de terre, pour produire des grands vins. Sa rusticité est adaptée à ces sols minces, et comme on le voyait ce matin avec M. Villon, plus la plantation était ancienne, plus les racines se frayaient, je dirais, un passage dans les failles du fond blanchien, et plus ça donne des vins fins. Et le chardonnay, lui, occupait la mi-pente et le replat. Historiquement, c'est ce que vous trouvez comme information. Donc sa présence, elle est attestée dans les coteaux de Corton, de Meursault, on en avait parlé ce matin, et de Montrachet, et puis Montrachet. Et puis un plan du clos de Mont-Luisan de 1882, qu'on a à la maison, montre vraiment la présence d'environ 1 hectare d'aligoté derrière et sous le petit château. 1 hectare, on a toujours gardé le même superficie. Alors ça a été, on a parlé de rebelles tout à l'heure, on a été des rebelles sans savoir, mais bon, là, je dirais, on est une exception au règne du chardonnay. Parce qu'après Phylloxéra, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils avaient plus de sous, ils n'avaient plus de vin dans la table. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu replanter rapidement, pour sur les beaux terroirs, le chardonnay, qui était un cépage qui donne plus rapidement des vins fins, plus faciles. C'est pour ça qu'on le trouve à travers le monde, d'ailleurs, c'est un cépage international. Maintenant, parce que c'était une valeur sûre. Donc, la ligoté, tous ceux qui en avaient planté dans leur coteau, un très bon terroir, ils les ont arrachés, ils ont été arrachés par le etc. Ils ont replanté le chardonnay à la place. Et puis on a laissé cette aligoté, je dirais, pour les terrains, un terrain-jardin, dans le bas. À Maurice, on appelait ça les papiers. Les papiers, c'était les jardins. On fait pousser des carottes et des betteraves et des pommes de terre. Après, on est obligé de mettre du cuir dedans pour faire des vins de pleine vin. C'est quand même dommage. Donc c'était d'avoir abandonné la tradition. Par contre, en effet, il y a quelques vignerons qui ont
perdurer la tradition. En canton Charlemagne, j'ai entendu dire qu'en effet, il y a eu plus que dans plantation jusqu'en les années 60. Et puis donc William Ponceau, français, qui était pourtant originaire de Saint-Romain, lui, il a replanté, lui c'était un bourgeois dijonnais, il a peut-être moins besoin de pognon que les autres diront. Lui il a dit non, c'est pas de la ligoter, moi je replante en aligoté. Donc il a replanté le Clos des Montluisants tel qu'il était avant le phylloxéra. C'est le parcelle du Clos des Montluisants. Donc, et c'est tous ces cèpes, en 1911, qui sont en production aujourd'hui. 109 ans après, c'est toujours les mêmes cèpes pour 80% aujourd'hui, pour expliquer tout ça, qui sont en production. Alors, en 1935, c'est la naissance des AOC, donc suite logique du règne chardonnay, ce que je disais tout de suite, c'est que la vie, puisque tous les beaux terroirs avaient été replantés de chardonnay, par la petite exception, on avait autorisé à replanter la ligotée dans les beaux terroirs. Donc la ligotée était bannie des meilleurs terroirs avec la classification de la naissance des AOC en 1935. La seule exception, c'est le Clos des Montluisants. Et c'est en raison des usages loyaux et constants que cette parcelle replantée en 1911 a eu droit à l'appellation. Par contre, c'est le seul premier. Donc, premier cru, la classification de premier cru est arrivée un peu après, mais c'est le seul premier cru de Bourgogne à être autorisé à être planté à base d'aligoté, car il faut être planté entièrement à la classification. Par contre, ce qui se passait, c'est que quand si on arrachait une vigne, ça beurre aussi, donc si on voulait renouveler un petit peu, on n'avait pas le droit de replanter de la ligoté. Ça, c'était d'où le fait qu'on a conservé la vigne de 1911 aussi. Hein. Tant mieux. Alors, entre 1936 et 2006, la vigne, comme je disais, elle vit. Donc, le Clos des Montluisants n'a pas été uniquement à 100% indicateur. Donc, il y a eu donc, du pinot rouge. Le grand-père Hippolyte, qui était copain avec Henri Gouge, qui lui avait donné sa mutation. Là, donc il avait greffé ça, donc il a mis un petit peu de pinot rouge jusqu'à 10% dans le Montluisant. Et puis en chardonnay après. Alors, mon père Jean-Marie faisait des pressés séparés, ils vinifiaient ensemble, il faisait des pressés séparés. Il goûtait, et j'avais un peu le sujet, il disait que c'était deux produits inintéressants et sans caractère. On l'avait par nécessité parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis à la demande des vignerons, je dis à la demande des vignerons, enfin l'ODG de Montrésamie, parce que c'est pas que nous, Ponceau, tout seul, qui avons milité pour pouvoir replanter la ligotée, hein, c'est vraiment les vignerons aussi de l'ODG, parce que le coup des Montluisants, pour eux c'est magique, hein, un coup de Montluisant, ça me gêne un truc à l'ODG, ils disent non, t'apportes un coup de Montluisant, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et donc on a pu avoir un décret qui a été publié en 2011, hein, on avait déjà des résultats en 2006 quand on a arraché et replanté la vigne. Et on avait le droit, dans cette parcelle, à produire un premier cru à base de cépage aligoté. Donc uniquement à Morée, sur les Montluisants, le climat des Montluisants, on avait le droit de replanter de l'aligoté. Donc il a fallu attendre 80 ans pour pouvoir replanter de l'aligoté dans ce Clos des Montluisants. Alors, le Clos des Montluisants, vous avez du vin blanc, vous avez du Jacques qui fait un Montluisant premier cru blanc aussi, à base de chardonnay. Et donc, ce Montluisant en premier cru à base d'aligoté, donc c'est notre Clos qui a un monopole, parce que c'est le Clos qui est monopole, pas le climat. Alors, quelques infos sur la vigne, parce que je suis vigneronne, donc on va parler de l'histoire et puis on va parler un peu de la vigne et du vin. Donc les vignes étaient plantées en échalas, donc en fait, on a gardé le vestige quelque part des échalas de l'époque, donc en fait, on fait une taille en gobelet, donc avec trois branches à mesure. La densité est assez facile, et un écartement de 1 mètre. Donc on fait un talutage un petit peu en mini-terrasse pour lutter contre l'érosion. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez là où on passe, donc la pied, le tracteur ou avec le cheval, donc c'est un peu plat, et puis vu qu'un petit peu il y a une petite inclinaison là où il y a les pieds. Donc le travail, évidemment, il est manuel, à 90%. On avait acheté un tracteur à correction de dévers. Bon, ça va pour sortir la vendange, mais à part ça, on ne peut pas faire grand-chose. Donc tout est travaillé donc, manuellement.
J'ai réintroduit le cheval, c'est quelque chose dont j'avais envie, pas pour l'effet mode, hein, même c'est passé l'effet mode, mais je voulais vraiment qu'il y ait un vrai retravail du sol des non-luisants, donc parce qu'on avait l'enherbement, de la tonte, un petit peu de désherbement aussi sur les contours, qui n'était pas super, hein, sans être, on n'est pas biodynamie, mais on a ces valeurs ancrées, je dirais, de respect du terroir, donc on a vraiment une certification pour ça. Et parce que même si j'avais équipé les équipes de binettes électriques, c'était quand même assez fastidieux quand on devait faire ce travail à la main. Donc on continue à la main, mais on a réintroduit le cheval, ça vous voyez, c'est les deux à intervenir un peu moins les gens. Donc les vendanges, elles sont toujours tardives, c'est pas vendange tardive au sens classique du terme, au sens, c'est les vendanges, c'est toujours la dernière ville qu'on vendange. Parfois on s'arrête de vendanger les rouges et parfois une semaine après on vendange les blancs. En haut du coteau et à cépage tardif, il faut attendre que ça glisse. Et puis ce qu'on fait aussi, au domaine, on n'a pas du tout de tri, de table de tri. On n'a pas de table de tri au domaine. On trie, que ce soit le rouge ou le blanc, on trie à la vigne. Parce que pour nous, même table de tri, c'est déjà trop tard. Donc on a le chez Vigneron, Denis qui vient de 35 ans, qui veille à tout cela. Et on veille à bien faire la coupe sur le pédoncule à outer, afin de presser après aussi en entière. Alors les vins, donc le rendement moyen il est de 30 hecto-hectares, ça peut le rendement sur 20 ans, il y a des fois on a une belle vigueur, il peut y avoir 37 hecto-hectares, parfois moins aussi. Donc à peu près la moyenne d'un 13 pièces, 4 000 bouteilles. Donc c'est un pressage d'arpentière. On fait un découpage à froid pendant 24 heures. Après, du coup, il n'y a ni levure, ni enzymage. Pour les arbres, il n'y a pas d'intrant extérieur. On fait une vinification en cuve inox thermiquement contrôlée pendant 3 semaines. Et puis on fait la fin de fermentation en fût. Il n'y a pas jamais de sulfitage avant la malo, quand le vin fait sa malo. Et puis sur l'élevage, il y a ni bâtonnage, ni soutirage, ni filtration, ni collage. Le soutirage, on le fait avant la mise en bouteille. Alors pour la première mise en bouteille, le grand-père Hippolyte était un des premiers vignerons, avec quelques vignerons comme Armand Rousseau, comme la crise de 29, et qui ont été portés depuis les débuts des années 30 aussi aux États-Unis. Et donc on a trouvé trace du Montluisant, je dirais, avec le millésime 1934. Donc c'est une longue histoire. Alors, enfin, je dirais, ce patrimoine, c'est un patrimoine à conserver. C'était vous d'ailleurs, Aubert, je vous en rappelez peut-être plus, mais qui m'avait dit, mais votre Montluisant, il faudrait peut-être en conserver les plants. Ben, ces choses faites, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête, donc j'ai souhaité faire un conservatoire de nos plants de 1911, avec un double objectif. Conserver un patrimoine historique, et on se doit quand on a des patrimoines comme ça, qui est vraiment historique, comme vous avez vu, qui ont une exception, on regarde la Robès comme une exception, et puis pouvoir avoir notre propre matériel végétal, parce que je compte bien maintenant, les vignes de 1900, on doit les préserver, hein, mais pouvoir replanter avec mon propre matériel végétal. C'est l'objectif de ce conservatoire. Donc on a commencé, j'ai pas attendu les subventions, les machins et tout comme ça, parce que le temps, bon, je suis pas toute jeune, donc j'ai envie de voir ça, et puis le temps, je dirais, de l'entrepreneur n'est pas le temps des institutions, donc on fait nos choses nous-mêmes. Donc j'ai fait faire une sélection multifactorielle, j'ai fait un peu de génétique dans mes jeunes années d'études. Et ce qui est important, c'est de recycler l'université, c'est pas faire des clones, hein, au sens reproduire, je dirais, la brebis écossaise, hein, mais c'est de sélectionner donc, les plants suivant différents critères. Pas uniquement le rendement, pas uniquement la maturité. Donc j'ai soigné cela. Et puis on a fait une première sélection en automne 2018. Et c'est de cette sélection, on va replanter 200 plants au printemps 2020. Donc une situation. Et comme nous avons un petit peu plus de plants, donc on a fait une deuxième sélection et on replantera en 2020. Donc voilà pour cette petite histoire d'un rebelle et d'un terroir de l'L2. Merci beaucoup.
vous propose, sauf si vraiment il y a une question rapide, parce que je regardais un peu cela. De toute façon, on va se retrouver ensuite au café. Et vous aurez tout le loisir de poser des questions. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation passionnante. Maintenant, nous allons... On le bouffera à midi. Ça, c'est une information importante. Bravo. On le bouffera à midi. Et ça va permettre de faire la transition avec les autres vignerons qui vont venir pour présenter leur vin. Donc, on va les appeler au fur et à mesure. Il n'y a pas d'ordre alphabétique. Il y a M. Pablo Chevreau, qui est peut-être dans la salle. Voilà. Donc, ce que je vais leur demander, c'est présenter votre domaine et puis vous en faisant le focus sur la ligoté, puisque c'est le jour. Et puis derrière, là aussi, je crois qu'on va les déguster. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc, peut-être commenter la vidéo dégustation que nous aurons. Je ne pense pas, je me retourne vers Jackie et vers Cyril, je ne sais pas s'il est prévu de faire devant tout le monde. Oui, il y a quelques dégustations qui seront faites par eux deux. Et je vous laisse très vite la parole. Peut-être un peu plus court que Rosemary. C'est l'histoire est tellement. Bonjour à tous, Pablo Chevreau. Alors moi je suis un enfant des Maranges et c'est un secteur au sud de la côte de Beaune et on est dans un lieu de rupture géologique et c'est un endroit où la ligotée a toujours une place importante parce que il y a des terroirs qui sont adaptés à ce cépage. La ligotée est présente sur notre secteur de moins en moins malheureusement en appellation de village et premier cru. Par contre, on n'a pas eu la chance des Montluisans, c'est-à-dire que ça n'a jamais été vraiment reconnu et donc forcément, même sur les zones village ou premier cru, déclassées. Donc, ce qui conduit souvent à leur arrachage. Et donc, on a aussi, comme c'est quelques très belles vieilles vignes encore, dans notre secteur et on aime bien planter la ligotée. Donc on a sur la zone qui est en Haute-Côte de Beaune, sur les villages des Maranges, notamment sur les secteurs en Trias, donc plus anciens que le Jurassique, en Trias gréseux où là donc des sols très pauvres. Et là vraiment on arrive à faire des très belles choses avec la ligotée. Au domaine, la ligotée, jusqu'en 1988, c'était le seul blanc qu'on produisait. Les premières vignes en chardonnay ont été achetées en 1988. Et donc, c'était aussi le vin blanc qu'on gardait et qu'on buvait aussi pour les belles occasions. Et donc, on a une petite collection de vins de la ligotée. Et c'est un cépage qui vieillit extrêmement bien. Donc, quand je suis arrivé au domaine, j'ai eu envie de faire perdurer cette tradition de vin blanc de garde en aligoté, qu'on avait un petit peu perdu au domaine, parce que mon père, dans les années 86-87, a commencé à vinifier l'aligoté en cuve inox, ce qui était un peu plus à la mode, un peu plus tendance, un peu plus dans l'esprit des vins je veux dire, plus modernes, contemporains. Et donc, avec ce passage en vinification en cuve inox, on a perdu un peu l'aptitude au vieillissement, c'est-à-dire produire des vins ce qu'on attend d'un vin blanc qui est capable de vieillir en Bourgogne. Et donc, quand je suis revenu en 2003, j'ai eu tout de suite le projet de refaire un vin blanc de garde et donc de réintroduire la fermentation et l'élevage sous bois, qui est pour moi important. C'est pas dans l'idée de faire un vin, j'ai entendu tout à l'heure, de type bourguignon ou on va dire une imitation du chardonnay, mais vraiment je trouve que si on n'a pas ce passage sous bois, on n'a pas ce qu'on attend d'un vin blanc et on n'a pas une stabilité dans le vieillissement. Alors c'est pas que les vins sont pas bons lorsqu'ils sont vinifiés en cuve inox et qu'ils vieillissent, mais on a vraiment l'impression d'avoir un feu de paille, donc un vin qui n'est pas passé sous bois, il n'a pas cette tenue qui est apportée par l'élevage et la vinification avec le bois. Donc au domaine, on a commencé ce projet de faire des aligotés de garde en 2003, donc
on fait vraiment une belle viticulture sur cette parcelle. Depuis 2003, cette vigne est labourée au chevaux, avec le cheval, avec une mécanisation minimale, donc vraiment tous les travaux à la main. La structure du sol pour moi est vraiment importante. Donc là, on est sur une dalle de grès, recouverte par une pellicule de grave. C'est vraiment un des sols les plus pauvres du domaine. À chaque fois, lorsqu'on fait les analyses de mou, c'est toujours, on va dire, le mou le moins riche en azote de l'année, vraiment de manière quasiment, on va dire, enfin, c'est vraiment tous les ans qu'on constate ça. Donc après, c'est pas très grave pour les ligoter parce que c'est un cépage qui est moins sucré que le chardonnay, donc on a des degrés un peu moindres, donc en général moins de problèmes de fermentation malgré la pauvreté du milieu, j'ai envie de dire. Et donc on fait un élevage d'1 an et demi, donc c'est la cuvée Tilleul qu'on dégustera tout à l'heure. Moi j'ai amené le 2018, alors c'est un nouveau-né puisqu'on l'a mis en bouteille cette semaine. Mais bon, après les vins souvent vraiment quand ils suivent la mise, c'est pas forcément là qui goûtent le plus mal, on verra. Mais je suis pas trop inquiet, on va. Donc Tilleul, donc on a choisi ce nom de cuvée parce que moi j'avais choisi à l'époque de me décaler, on va dire, de l'image Bourgogne à ligoter parce que il y avait très peu de bons, enfin c'était dans l'idée de faire un bon vin, un grand vin, et donc sortir un peu des codes, on va dire, de la Bourgogne. Donc je l'ai appelé cette cuvée Tilleul, qui a un arôme de vieillissement de la ligotée, et puis aussi parce qu'il y a un magnifique tilleul au pied de la parcelle. Donc on goûtera ça tout à l'heure. Je vais le mettre en place. On enchaîne, donc je vais demander à M. Laurent Tripot, qui est là également. Alors je rajouterai après M. Delamato aussi notre ami Pierre, parce que ça fait partie des vins que nous allons déguster par la suite. À vous, Laurent. Bonjour à tous. Donc je vais brièvement vous raconter mon histoire et surtout l'histoire de la ligotée. Donc moi je suis viticulteur dans le Mâconnais, à Locher exactement. Le domaine n'existait pas. Moi je me suis intéressé au vin dans les années 90. Donc il y a eu une création, j'ai loué des terrains, certainement les plus mauvais du secteur, mais c'est ce qu'on a bien laissé. Donc, et mon souhait de départ était d'avoir les 4 cépages sur le domaine, d'avoir du Gamay, du Pinot Noir, de la Ligotée et du Chardonnay. Donc j'ai commencé par planter dans les années 90 du Chardonnay et j'avais que du Macron village. Donc je voulais élargir la gamme parce que ma clientèle à ce moment-là était le consommateur particulier qui venait au domaine et je m'étais rendu compte qu'il était plus facile de vendre du vin à quelqu'un quand on avait plusieurs bouteilles à lui proposer que quand on avait qu'une bouteille. Donc j'ai planté la ligotée dans les années 93-14. Ça n'a peut-être pas été la meilleure idée, enfin la plus grande idée, parce que c'était des périodes où la ligotée se vendait, enfin n'était pas connue, et chez nous, dans le Mâconnais, les gens l'arrachaient, la ligotée, car il avait très mauvaise presse, et puis souvent c'était pas très très beau. Donc moi j'étais pas meilleur que les autres, je pense que les premiers millésimes n'étaient pas très très bons. Parce que c'était issu de sols relativement profonds, la production était souvent un petit peu abondante, donc des degrés faibles, donc voilà, un ensemble de choses qui faisaient que c'était difficilement commercialisable. Donc j'ai sûrement copié, en fait, je fais croire que j'ai eu l'idée, mais non, en fait on n'invente jamais rien, je crois qu'on copie. Alors après l'objectif c'est de bien copier. Et donc je me suis dit que je pouvais peut-être faire des bulles avec cette ligotée. Et donc, je perdais, enfin, c'était pas du crément, ça ne devenait pas du crément, on perdait l'appellation, mais ça m'a permis de lancer quelque chose que j'ai appelé fleur de la ligotée. Mais c'est pareil, j'ai pas inventé le nom parce que j'avais vu des étiquettes de vin de producteurs qui étaient sur le secteur ou de négociants qui étaient sur le secteur de Reuilly, qui avaient appelé leur premier effervescent fleur de chardonnay ou fleur de champagne.
Donc je me suis inspiré de ça, j'ai appelé ça fleur d'aligoté, ça m'a valu la répression des fraudes, parce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est considéré comme une marque, donc on n'a pas le droit de faire référence à un cépage dans une marque. Donc, mais j'ai jamais eu de sanction et jamais eu de courrier officiel m'interdisant de faire l'aligoté. Aujourd'hui, eh bien, je suis arrivé, ça marche assez bien. Je fais un aligoté tranquille et un aligoté effervescent. Donc, vous allez pouvoir faire goûter, comparer le millésime 2017. En fait, c'est le même vin de base, le même vin de départ, qui est en partie en vin tranquille et en partie en effervescent. Donc voilà. Aujourd'hui, la demande en aligoté augmente et depuis 3 ans, je replante un petit peu d'aligoté. Voilà. Chez moi, l'aligoté reste un vin d'entrée de gamme, même si ça ne plaît pas assez bon. Donc voilà, mais c'est un bon vin d'entrée de gamme. Ça coûte combien? Le prix, on vend au domaine, on vend l'aligoté en vin tranquille 11 € et 13 € en effervescent. Et puis je me disais, un jour qu'on fait le kir avec l'aligoté, pourquoi pas faire le kir royal avec l'aligoté effervescent. Merci. On va appeler Sylvain. Il est là. Qui est là. Une autre facette, sans doute, de l'aligoté, avec le même point commun, parce qu'en fait, on a démarré aussi j'avais en 99 avec les vignes du coin, et c'est sans doute, je pense, un instinct de survie peut-être, un peu de fierté, sans doute, qui a fait qu'avec des appellations modestes au départ, il faut essayer d'optimiser et avec les outils dont tu disposes, essayer de sortir du lot. Moi, donc, je suis à Marsanais, qui a une histoire assez particulière quant à l'aligoté, parce qu'en fait, nous, Marsanais, on a loupé le train des AOC, on a entendu parler avec Rosemary, mais nous, c'est encore différent. Et on n'a pas su être intelligent non plus dans les dernières années passées, comme la famille Ponceau a su l'être. Donc concrètement, Marsanais, c'est un des villages, ça, vous le connaissez, vous voyez où c'est situé. J'ai entendu parler des Mardins. Donc c'est un des villages les plus proches de l'agglomération dijonnaise. Et ça, c'est un détail très très important. Parce que, en fait, à une époque où les moyens de transport n'étaient pas du tout les mêmes que les moyens actuels, ça permettait de livrer des vins de consommation courante dans une ville qui était en plein essor industriel. Donc là, on retombe à fond, on est dans Germinal, c'est du Zola non plus. Avec donc en fait une facilité pour livrer ou à pied ou dans le meilleur des cas pour les gens qui étaient suffisamment prospères pour avoir un cheval, mais livrer des vins de consommation courante. Ce qui a fait de Marsanais un village très très prospère. Il suffit de regarder le bâti relativement récent, qui date du milieu du 19e siècle, et qui s'est, je pense notamment à l'église et à la mairie, qui sont énormes pour un village de 650 habitants à l'époque. Et donc, en fait, on sent bien qu'il y a une influence jusque de l'autre côté, en fait, sur des villages qui sont devenus des villes, qui ont été explorés dans les années 60. Donc là, ça a été dramatique, là, ce qui s'est passé sur la couronne dijonnaise, où les bulldozers ont poussé les vignes. Mais jusqu'à Gevrey, donc, on avait cette sorte de prospérité due à la grande ville, à un moment où les autres villages étaient dans une phase compliquée. Par contre, le phylloxéra a rebattu tellement les cartes que nous, on a replanté en gamay et en aligoté. D'ailleurs, c'était suffisamment décrit dans les ouvrages de référence, que ce soit Teinturier, Dangaubertin, Laval-Courtépée, que Marsanais était intéressant, mais planté en gamay, on passerait vite à Fissin, parce que la description de terroir planté en gamay ne donnait pas forcément grand-chose, c'est pas le grand intérêt. Et donc, les vins de consommation courante qui étaient utilisés à Marsanais, c'était du gamay pour les rouges, ce qui est absolument exécrable sur nos terroirs calcaires, et de l'aligoté, où là, par contre, le choix est loin d'être idiot. Il était utilisé parce que productif et qui permettait de faire des volumes plus importants. Mais avec le recul, maintenant, et notamment, malheureusement, de moins en moins de vieilles vignes, on se rend compte qu'on a un potentiel terroir. Bien aimé le terme
de Maxime Brunet, que j'aime aussi beaucoup utiliser. La ligotée, c'est pour moi une formidable éponge à terroir, effectivement. C'est un révélateur, en fait. Il est impressionnant. Alors pourquoi? Est-ce que c'est juste parce qu'il est plus neutre qu'un chardonnay, qui a tendance à systématiquement mettre sa patte? Je ne parlerai même pas du pinot blanc qui, lui, gomme toutes les différences. Ou est-ce que c'est parce qu'il sait révéler, sans parler de sa neutralité, c'est quand même un petit peu péjoratif, parce qu'il est loin d'être neutre, bien au contraire. Et on vous en reparlera tout à l'heure quand on va présenter avec Pablo et Benoît les aligoteurs. En fait, la gamme qu'il est capable de montrer, qu'on ne connaît plus maintenant, parce qu'on ne pourrait pas faire une dégustation aujourd'hui, à part de retrouver des bouteilles des années 50, mais personne ne serait capable de montrer la ligotée selon sa déclinaison par niveau d'appellation. C'est-à-dire que on n'est plus capable de goûter un ligoté d'un niveau régional, d'un niveau village, d'un niveau premier cru, d'un niveau grand cru. J'ai peu la chance d'en goûter, peut-être s'il reste quelques pour provoquer la chose, mais goûter les Charlemagne sur des vieux aligotés, ça doit être assez bluffant. Enfin, je le sais, que Becky Wasserman m'en a parlé, elle les a goûtés. Et donc, ouais, les derniers chez Bruno Martin ont été arrachés dans les années 70. Et donc, Marsanais particulier, là, je pourrais parler de mon domaine, mais donc en fait, l'idée c'est que l'appellation Marsanais a été, comme on a de toute façon systématiquement je ne sais pas si on peut parler de 30-40 ans de retard sur les autres, à chaque fois, dû à l'absence de l'appellation. On n'a pas eu l'appellation donc le village dans les années 30. On a su conserver nos vieilles d'aligotés et les valoriser tant bien que mal, ce qui a valu beaucoup d'arrachage, toujours actuellement. Mais on a encore un potentiel certain, et c'est... En fait, moi, ça a été... Je ne sais pas si c'est vital, en tout cas, c'est un challenge pour moi, d'avoir essayé de les mettre en avant, et depuis 2002, j'essayais de les séparer par terroir pour montrer les individualités, pour montrer les différences. Quelque part aussi pour sauver ma peau, à essayer de mieux les valoriser, parce que quand on en est rendu à 400 € la pièce au négoce, on est très très loin des prix de revient, ça ne donne pas la possibilité de réfléchir à quelques moyens techniques que ce soit. C'est presque honteux d'en arriver à des tarifs comme ça sur un cépage. On ne sait pas là pour en débattre, un grand cépage qui est capable de bien des surprises. Et donc l'idée c'était vraiment de mettre en avant les différences de terroir à Marsanais et de peut-être étoffer petit à petit. Et donc la gamme, en tout cas chez moi, s'est construite autour au départ, un seul aligoté. On faisait un assemblage des jusqu'à 5 hectares que j'ai eu dans l'aligoté. Maintenant, j'en ai plus que 2. Parce que le contexte était comme ça. En fait, on a laissé des lignes dans les années... Enfin, moi, j'ai laissé des lignes 2005-2010. On n'arrivait pas à les vendre en négoce. On n'arrivait pas à les vendre à 3 €, 3,50 € hors taxe. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Et il y a eu un réel déclic par certainement des effets collectifs de journalistes, de l'interprofession, d'associations, de Bouzeron, Calongé. Les 20 ans d'appellation font que voilà, c'est à mon avis un cumul de facteurs qui fait qu'à force d'en parler petit à petit, sans doute aussi l'envolée des prix nous a rendu service pour faire parler des aligotés et pour quand les grands chardonnays sont très abordables, pourquoi aller regarder ce qui se passe dans le Mâconnais, à Marsanais, sur des aligotés? En fait, ça nous a ouvert une gamme de commercialisation, une gamme de prix qui nous a permis d'augmenter nos gammes. Pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est quoi qu'a fait augmenter quand Yves présentait son boulot de caviste? Qu'est-ce qui fait augmenter les prix des vins? C'est l'élevage? Non. C'est la diminution de rendement et le sérieux qu'on met dans la viticulture, c'est ça qui coûte cher. C'est justement le fait de brider les lignes, ou pas, mais en tout cas de viser des rendements raisonnables. Et sur certains aligotés, on a justement, quand on gratte ou chez les cavistes ou avec des amis restaurateurs, c'est fabuleux de goûter les aligotés maintenant, c'était vraiment une révolution dans les dernières années. Et plus le marché sera porteur, plus on aura les moyens de porter les aligotés à un gros niveau. Ou pas, justement, de garder peut-être cette gamme, et c'est ce qui est intelligent aussi et intéressant, de bien segmenter et de montrer les aligotés de tous les jours, un aligoté sec, facile à voir, des vins plus prétentieux, des vins de terroir, des vins de garde, des vins différents, des effervescents, des macérations.
et justement de montrer la population à ligoter plus qu'un seul vin, plus qu'un stéréotype, peut-être que celui dans lequel on a cherché à le ranger depuis la nuit des temps. Voilà, tout simplement. Donc on aura l'occasion de goûter tout à l'heure, c'était justement ma vision de la ligotée qui est loin d'être universelle, hein, c'était une vision de terroir. Pas que les bulles ne m'intéressent pas parce que je suis tellement fou de la ligotée, c'est un casse-tête dans la gamme d'en avoir 7-8. Mais on a fait un petit essai sur des pétnates, j'avais une stagiaire néo-zélandaise cette année, en fait elle s'amusait sur 3 cuves différentes. Ça peut être un thème, n'hésitez pas je vous ouvre la porte du domaine. Dans l'année prochaine, on les aura mis en bouteille. En fait, on a gardé un hecto de chaque, en fait, sur le même aligoté de bas de coteau à Marsanais, pressurage direct, pressurage après 10 heures de macération, et pressurage après 10 jours. Donc voilà, l'idée c'est d'aller chercher encore c'est pas forcément. C'est pas une voie que j'explore, la macération, moi j'aime pas ça. Mais voilà, donc l'idée c'est de réfléchir sur le soldat aligoté. Très bien. Merci Sylvain pour cette présentation, puis ces portes que vous nous proposez pour le futur. Je vais demander à Benoît Pagot de dire aussi quelques mots, avec la même brièveté. Moi je suis situé en Côte-Chalonnaise. L'histoire est un peu plus courte parce qu'on est deux, j'ai un associé. On a commencé réellement en 2014 et à partir de ce premier millésime 2014, notre idée, le domaine au départ a une proportion d'un tiers d'aligoté en surface. Et quand on a commencé à développer notre gamme avec des achats de raisins, dès 2014, on a voulu faire du Bouzeron. Et puis, assez rapidement, on s'est dit que Bouzeron, ça ne se limitait pas, pour notre idée, à une seule parcelle, donc on en a fait 2. Et puis, assez rapidement, on s'est dit, tiens, l'aligoté, c'est un cépage sur lequel on peut peut-être faire des essais de vinification un petit peu particuliers. Donc on a fait des vins de macération à partir de 2016, et puis après on s'est dit, tiens, c'est rigolo, les gens qui font des alcools finissent souvent des élevages dans des fûts de vin, est-ce qu'on ne ferait pas l'inverse? En prenant un peu l'exemple du l'ardois jaune de Stéphane Tissot, qui fait dans les fûts de whisky, où je trouve ça particulièrement bon. Donc on a sorti une cuvée qu'on appelle Charente Casque en 2018, premier millésime. Et puis après, il se trouve que assez régulièrement, ça m'arrive de donner des petits coups de main à des copains cavistes pour vendre des vins. Et puis je me trouve confronté à des gens qui sont pour moi qui ne suis pas issu du vin, qui sont pour moi comme j'étais il y a 20 ans, qui sont étudiants, qui n'ont pas beaucoup de sous, etc. Et où je me suis dit, finalement, moi, il y a 20 ans, je ne pouvais pas forcément mettre toujours 20 euros dans une bouteille. Et des fois, 10, 12 euros. Il y a 20 ans, on pouvait trouver des très bons bourgognes blancs avec des notions de terroir, etc. Et donc, là, on est en train de travailler une gamme de différents terroirs sur différents villages de Côte-Chalonnaise. Un terroir un peu plus minéral sur Rully, un terroir un peu plus rond, un peu plus gras, donc sur Rully qu'on va travailler en 400 litres. Un terroir un peu plus gras sur Mercurey, et puis un terroir, j'ai monsieur qui a parlé des sols de granit, des sables de granit de Bisset. Un terroir de granit acheté au château de Roujon, qui est ici, et là exclusivement en cuve, parce que je pense que la pureté, l'élégance et le fruité rapporté par ces sols de granit, avec un peu moins d'acidité, à mon sens, se révéleront bien en essayant de ne pas apporter de bois dessus. Pour ça, puis the last but not the least, puisque
Ça fait partie des vins que nous allons déguster. Pierre de Benoît, tu peux nous dire quelques mots sur ce qui nous attend? Donc écoutez, alors, le domaine de Vilaine a été créé par mon oncle et ma tante en 1971 avec un premier millésime en 1973. Le domaine aujourd'hui représente 30 hectares, dont 9 hectares en aligoté qui sont répartis sur 17 parcelles différentes, elles-mêmes situées dans environ 7 lieux-dits. Ces 7 lieux-dits ou parcelles sont vinifiées distinctement dans des foudres, sur des élevages, sont des élevages sur lit, sans bâtonnage, d'à peu près 12 à 14 mois, ça dépend évidemment des cuvées, et la ligotée subit les 2 fermentations, alcoolique et malolactique. Comme vous le savez, souvent la ligotée a cette fâcheuse tendance à proposer une acidité un peu agressive, d'où faut peut-être, je ne sais pas s'il faut remercier aujourd'hui le chanoine Kyr, mais la crème de cassis a permis d'arrondir les angles avec les aligotés souvent issus des bas de coteaux. À Bouzeron, les 17 parcelles du cépage aligoté du domaine de Vilaine sont situées en haut de coteaux plus particulièrement, et donc on cette faculté, la ligotée de Bouzeron a cette faculté de proposer une acidité qui est beaucoup plus ronde, qui est plus intéressante à travailler en foudre bois, sur des volumes un peu plus importants. Et par contre, nous, on n'a pas fait le choix de parcelliser. Vous comprenez bien qu'avec 17 parcelles différentes, ce serait compliqué de proposer des Bouserons parcellisés à chaque fois. On a donc plutôt, et c'est mon Claubert qui avait bien sûr lancé la chose, on a plutôt décidé d'assembler l'ensemble de ces parcelles en un seul et unique Bouzeron, dans lequel disons que comme l'appellation Bouzeron a une notoriété en devenir, c'était toujours plus compliqué de lancer l'expression d'un terroir issu d'un lieu-dit plutôt que l'expression de plusieurs terroirs issus d'une appellation village. Donc l'idée c'est de valoriser d'abord et avant tout l'appellation village Bouzeron, et peut-être qu'à l'avenir on identifiera une ou 2 parcelles plus particulièrement, c'est possible. Et donc aujourd'hui, alors je dois intervenir de nouveau cet après-midi pour parler d'appellation village Bouzeron, donc je ne vais pas non plus continuer mon propos plus largement, mais nous avons amené avec mon Claubert aujourd'hui un Bouzeron 2018, donc mis en bouteille en juillet, et un Bouzeron 2010, pour justement démontrer encore une fois l'aptitude au vieillissement du cépage aligoté quand on parle évidemment de terroir. Merci. Merci Pierre. Écoutez, tout ça, ça nous donne bien envie.